Salut à tous, bienvenue dans un nouveau podcast Ladbrokes Live. On va encore une fois parler des JO et je suis encore une fois en compagnie de Régis. Comment ça va Régis? Ça va et toi Gilles? Pas bien, on a changé de place, ça me perturbe. Je suis complètement perturbé. Après le contre-la-montre, on va passer aujourd'hui à la course en ligne et une question. Toujours une question, pouvons-nous faire 2 médailles? On va essayer d'y répondre. Et pour ça, on va commencer par présenter le parcours, je te propose. Régis, j'ai les infos ici, 278 km, 2800 mètres de D+. Vas-y, dans les détails, tu disais 230 km, ensuite des tours de 18,4 km. Comment ça va se passer? Donc, ils partent du côté de la vallée de Chevreuse, donc c'est pas très loin de Paris. C'est quand même assez boisé et pas mal vallonné en fait. Ils vont choper 2-3 bosses, enfin même plus que ça d'ailleurs, je saurais plus dire exactement. Je pense que c'est en 7 et 8 côtes. Et à chaque fois, 1 km, 1 km 500, il y en a une qui est de 2 km et c'est entre 6, 7, 8% de pente moyenne. Donc c'est quand même à chaque fois des belles petites bosses. Et puis donc après cette longue partie en ligne de 230 bornes quand même, ils se retrouvent dans le circuit urbain à Paris et c'est quasi constamment sur du pavé. Ils font la butte de Montmartre qui est très très loin d'être facile. Et puis alors il y a encore quelques faux plats montants sur le parcours qui seront quand même assez usants. Ouais, j'ai lu, donc un parcours très très usant avec beaucoup de relances, beaucoup de virages et surtout c'est mal plat tout le temps, ça monte, ça descend. Est-ce qu'on peut associer ça, si on parle de courses comme ça, c'est un parcours un peu flandrien quand même, des pavés, des côtes assez courtes? Bien sûr, on peut associer ça aux courses flandriennes. Moi je comparerais ça peut-être même au championnat du monde l'an dernier, donc un circuit urbain, beaucoup de virages, des relances. En fait, c'est un circuit qui va permettre au peloton d'être fort étiré et il n'y aura jamais ce phénomène d'aspiration comme on peut le voir d'habitude. J'aime pas du tout quand tu me dis que ça ressemble au championnat du monde. Je sais qui est champion du monde, ça ne me plaît pas du tout. Donc on disait beaucoup de relances, un peloton qui va être on va dire, fort étiré. Et la présence de pavés, et de ce que j'ai lu, en plutôt mauvais état. Ouais, non, en fait, les routes sont dégradées à fond. Le pavé en soi n'est pas mauvais, c'est pas du pavé comme Roubaix par exemple, pas des gros cailloux, mais les routes sont cabossées partout, donc en fait, ils vont être constamment en prise et il n'y a jamais un beau tarmac lisse, quoi. Juste pour finir sur le parcours, sur l'arrivée, butte de Montmartre et ensuite le sprint, mais le sprint plat. Ouais. Plat, belle grande avenue, donc ça posera pas trop de problèmes, mais il faut savoir que la butte de Montmartre est, je pense, 5-6 km juste avant, donc descente très sinueuse. Celui qui arrive à sortir en tête de Montmartre, généralement, il a ses chances. Pour enchaîner à ça, un circuit sur le parcours, moi là où je voudrais revenir, c'est surtout sur la physionomie de la course. Parce que c'est une course très particulière pour plusieurs raisons. La première, c'est le nombre de coureurs. On parle d'un peloton de seulement 90 coureurs. 4 coureurs maximum par équipe et seulement, je l'ai ici, seulement 3 nations qui auront 4 coureurs, à savoir la Belgique, la Slovénie et la France. Et comme c'est un championnat, si je ne m'abuse, pas d'oreillettes. En effet, pas d'oreillettes et 45 nations pour 90 coureurs, donc autant dire que c'est une course de jeunes en fait, un peu. Une kermesse. Voilà, ça fait très très longtemps que les pros n'ont pas roulé de cette façon-là en fait. C'est pas impossible de voir à 130 km de l'arrivée qu'il reste 12 personnes. On parle vraiment d'un écrémage par l'arrière et d'une course finalement absolument incontrôlable. Déjà ça, et puis alors il y a des nations qui alignent un coureur parce qu'ils ont le mérite d'être au départ, mais malheureusement ces coureurs n'ont pas leur place, ils n'ont pas le niveau, donc on pourrait très vite se retrouver après 100 km de course à 50-60 coureurs, quoi. Ouais. Par contre il y a des nations qui n'alignent qu'un coureur, mais qui est pas mal. Je pense à l'Équateur, Jonathan Harvey, ça reste quand même un prétendant à la médaille. Une course incontrôlable, des équipiers dans certaines équipes, on sait qu'en Belgique on a plutôt pris 2 leaders, 2 équipiers. Tu vois les choses comment pour la Belgique? Plutôt une course de kermesse ou quand même une échappée matinale avec peut-être des nations qui n'ont qu'un coureur et quand même la Belgique qui met un coureur à rouler? Parce que quand je vois un petit peu en fait cette start list,
à part la Belgique qui peut aller mettre quelqu'un à rouler et dans une moindre mesure, c'est tout. Non, allez, et les Pays-Bas qui peuvent aller mettre Dan Hull, il va falloir trouver des équipiers pour rouler. Justement, je pense que, allez, si je devais avoir la place d'un directeur sportif, je dirais on ne laisse partir personne parce que tout simplement on n'a pas les forces pour pouvoir contrôler. Imaginons qu'il y ait un groupe de 5-6 qui partent avec des Tom Squeens, Narvaez, etc. Vas-y pour rouler contre eux. Après, c'est impossible avec le peu de coureurs qu'il y aura pour faire le travail. Donc, je pense que ça va être une course de contrôle dès le début. Ça va être très dur d'entrée de jeu. Donc, ils vont pas laisser partir tout de suite. Et donc, ce seront directement les grosses forces qui feront la décision. On va dire à la mi-course peut-être. On parlait d'une course de kermesse. Dans les kermesses, au final, c'est carrément tout de suite les coureurs les plus forts qui vont à l'avant et ça roule tout le temps. Parce qu'il n'y a pas de protection, il n'y a pas de... Non, c'est chacun pour soi au final. Hein. Ici, ça va être un peu ça. Sauf que la Belgique pourra, elle, bénéficier de quelques coureurs. Je parle de la Belgique, mais il y a la France également. Oui, mais quand je vois la France, qui est-ce qu'ils vont envoyer rouler? Vauclin, Madouas, Laporte à la Philippe. Allez, peut-être Valentin Madouas, mais Vauclin, est-ce que c'est pas leur meilleure carte? Laporte, comment il est? À la Philippe, c'est le leader emblématique. Tu vois, il y a des choix à faire aussi. Ouais. Je vais reprendre les mots de Thomas Vauclair. Il va falloir faire des sacrifices. Il va falloir faire des sacrifices pendant la course et je pense que ce sera dans le camp français comme dans le camp belge. Je pense à forcément Stuyven. Ce sera notre carte blanche. Hein. Si lui se retrouve dans une échappée, lui, ce sera parfait pour aller faire une place. Mais notre ami Tish Benoît, il sait déjà peut-être d'avance qu'il sera là pour faire le boulot. Oui, parce que si y a une tactique à mettre en place. Si la Belgique décide de se dire nous on veut pas contrôler, on met Stuyven devant, il y a un monde où Stuyven c'est le meilleur de l'échappée devant et derrière ils se disent nous on roule pas. Ouais, si clairement. La Belgique ne roule pas, c'est ce qui va aller rouler, puis ça se joue devant. Il y a aussi un monde où vraiment, comme c'est une course incontrôlable, il se passe un peu des choses. Je me rappelle un peu des JO, c'était à Londres où ils avaient dit tout pour Cavendish, sauf qu'ils n'étaient pas assez dans l'équipe et c'est parti et ils n'ont jamais réussi à aller les rechercher. Ouais, donc, c'est très juste. Ce monde-là aussi. Ouais, en effet, on voit que les JO, c'est à chaque fois une course particulière. Il y a 4 ans, on savait que Richard Carapace était un bon coureur, mais de là à se dire, c'est lui qui va être champion olympique, je pense que c'est très... Vermaat, exactement, et Vinokourov à Londres, ouais. Donc ça va être très particulier, on ne sait jamais prédire les JO, c'est spécial. À savoir aussi que c'est la seule course où la deuxième et la troisième place sont importantes. Aussi, c'est vrai, c'est vrai. En temps normal, on ne regarde pas trop au podium. Au Tour de France, on le voit bien, c'est le vainqueur qui est mis à l'honneur ici. Des fois le troisième, mais ça dépend de la nation. Je voulais donc poser la question, Remco Wout, 2 médailles, c'est possible. On peut quand même parler de cette start list et des cotes. Start list quand même légère finalement, comparé à une... Il y a des bons coureurs, mais il n'y a pas beaucoup de bons coureurs. Je prends ici donc les cotes. Le favori, bien évidemment, Mathieu Van Der Poel. Ensuite, les 2 Belges, Remco et Wout. Mats Pedersen, Jonathan Narvaez, Julien Alaphilippe, Christophe Laporte, Binyam Girmay, Jasper Stuyven. Ils sont quand même au-dessus. Est-ce que c'est pas un peu Mathieu Van Der Poel contre les Belges ou je m'avance quand je dis ça? Oui et non. Je vais dire non parce que justement, quand tu as une si grosse pancarte, avec si peu de coureurs, c'est très très difficile de venir placer ses attaques, etc. En fait, ils te laisseront jamais partir. Je veux dire, t'arrives, t'es Mathieu Van Der Poel, dès que tu vas mettre une attaque, tout le monde est dans la roue. Donc justement, c'est peut-être la chance d'un mec un peu moins fort, sur qui on va un peu moins regarder. Ces attaques, ce sera peut-être eux qui seront partis et on ne saura plus revenir par après, quoi. Moi, je vois une course avec une attaque de Mathieu à 130 bornes de l'arrivée, clairement. Je le vois partir comme ça. C'est ce qu'il va faire, je le pense. Et puis, ils vont se retrouver à 7 avec Remco Wout, Pedersen, un Français, et ça va rouler. Ouais. Et puis, ça rejoint entre eux. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, dans la vallée de Chevreuse, là, le parcours s'y prête vraiment bien.
Et après, c'est jamais vraiment plat, en fait. Donc, dès que tu as fait la décision là-bas, bah, c'est comme dans les grandes courses flandriennes, ça revient très rarement, et surtout avec très peu d'équipiers comme ici. Bah, il y a moyen de faire ça, en effet. Il se dit, quitte à pas contrôler, autant partir tout de suite. Voilà, exactement. Au moins, ce sera réglé. Donc, quelle tactique aborder pour les Belges? Alors, la tactique, c'est toujours la même quand Wout et Remco sont là. On envoie Remco en éclaireur, les autres se démerdent. Et si on rentre, Wout finit au sprint. C'est à peu près toujours vers ça Mais finalement, c'est vers ça qu'on va. Mais ça a marché au championnat du monde quand Remco est champion du monde et lâche. C'est qui le dernier qui est? C'est Lutsenko, quand il lâche Lutsenko et qui va gagner. Par contre, il y en a, on s'est planté. On s'est planté au JO, on s'est planté chez nous. Chez nous, ça c'était vraiment dommage. Oui, ça s'est très très mal passé. Mais est-ce que tu vois encore ce type à savoir que j'ai l'impression que l'entente a l'air pas trop mauvaise entre les deux. Non, ouais, on voit que ils sont beaucoup plus amis. Je sais pas si on peut dire ça, mais voilà, c'est ça. Entre-temps, chacun a eu un petit peu sa carrière, ses petites victoires, sa réussite. Donc, ouais, je pense que maintenant, ça passe. Ils ont une médaille tous les deux déjà. Aussi, ils arrivent avec beaucoup moins de pression sur les épaules. Ça, c'est clair. Allez, je vais dire, comparé à Mathieu Van Der Poel, ici, il vient pour la victoire. Il n'a pas d'autres disciplines, il ne fait pas le cross-country cette année. Donc, on a cette chance-là. On arrive avec un peu moins de pression, je trouve. Et niveau tactique, ça va. Niveau tactique, exactement. Moi je suis d'accord avec toi. Ils vont essayer de mettre Remco à l'avant. Mais je pense que Remco a une beaucoup plus grosse pancarte que Wout. On s'attend moins à ce que Wout soit performant. Surtout au Tour de France, on a vu qu'il était là sans vraiment être là. Donc peut-être c'est notre chance de venir placer Wout dans un premier temps dans l'échappée. Et puis au moment plus décisif où seront vraiment les gros noms qui sortiront, là ce sera à Remco à suivre. Il y a vraiment... Ah, tu le ferais l'inverse toi? Moi je mettrais Wout parce que il faut pas oublier qu'avant c'était un peu l'inverse, c'était Wout le gros leader et Remco un peu le lieutenant. J'ai l'impression que les rôles se sont un peu inversés entre temps. Ouais, c'est pas faux. Par contre, là où je venais en venir avec Remco, c'est que je me rappelle de ses paroles après les championnats du monde où il a dit qu'il était cuit parce qu'il n'avait pas su, encaisser toutes ses relances, tous ses virages, tous ces trucs. C'est un peu vers ce genre de parcours qu'on va. Toi, non, ça te fait pas peur, ça? Je me rappelle de ces phrases, il a dit j'étais complètement rincé et c'était trop dur pour moi, toutes ces relances par rapport au cyclo-crossman, on va dire. Oui, Remco, c'est pas dans ses qualités premières. Relancer, freiner. Lui, il lui faut plutôt quelque chose de longiligne où il va pouvoir vraiment faire travailler sa puissance. Maintenant, on voit au chrono, le parcours lui convient pas forcément non plus. Il a fait un chrono de malade, donc on voit qu'avec la forme actuelle, Remco sait tout faire, je pense. Impossible. N'est pas Remco. Toujours. Je reviens donc juste pour finir sur Wout, qui est à mon sens le grand gagnant du contre-la-montre parce que tout le monde l'avait peut-être un peu enterré et qui va chercher cette place. Alors ok, même si je pense qu'avec la crevaison de Tarling, sans la crevaison de Tarling, il n'est pas sur le podium, mais ça, le bonheur des uns fait le bonheur des autres, c'est le sport. Mais il a montré par contre qu'il avait les cannes et surtout il a montré une rage rarement vue chez Wout. C'est pas un cycliste très expressif. J'avais l'impression vraiment que là il avait envie de prouver des choses et peut-être de se prouver des choses. Est-ce que cette rage-là peut lui permettre, et est-ce que niveau forme, tu penses qu'il sera à 100% samedi? Oui, il a montré que prendre le tour comme il a pris cette année était bénéfique. Il a montré au chrono, regardez, maintenant je suis là, et je pense que samedi, il le sera encore plus. Par contre, je reviens sur ce que tu disais. J'ai pas l'impression qu'il a vraiment eu une rage, il n'a pas quelque chose à prouver. Je le trouve très serein, moi. Je sais pas si c'est ça que tu veux dire. Je l'ai trouvé cool, en détente, il est là avec sa femme, ses enfants. Il teste encore quelque chose de nouveau au niveau du matériel. Allez, on a vu les 2 roues lenticulaires, c'est presque du jamais vu, c'est de l'époque Fignon, ça, carrément. Donc,
allez, si t'es pas en détente, tu n'essayes pas ça aux Jeux Olympiques. Donc justement, moi je le trouve très serein et ça s'annonce vraiment bien pour la course, quoi. J'ai l'impression tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que dans l'histoire de leur rivalité entre Mathieu et Wout, je n'ai pas de souvenir de Wout qui lâche Mathieu en berg. Tu penses que c'est possible, soit qu'il le lâche ou du moins qu'il arrive à suivre? Si Mathieu explose dans la butte de Montmartre, Wout dans la roue, c'est du possible? Je l'espère, du moins, je l'espère, mais voilà, on ne sait pas du tout comment Mathieu va être. On n'a aucune référence. On a vu autour, il commençait à devenir de plus en plus fort avec le temps. Ouais, il a emmené 2 sprints, les gars, il a emmené 2 sprints pour Philipsen. Ou 3, allez. Ouais, il n'a fait que ça de son tour, il a emmené 3 sprints pour Philipsen. C'est tout. Enfin, on l'a vu quand même. D'après. Mathieu, c'est le gros sujet d'après. Wout, est-ce qu'il est dans les roues? Mais pour moi, Wout sera capable de rivaliser. Ouais. Tu penses que... Je le mets top 3. Ouais. De toute façon, mais tu vois, j'ai toujours eu l'impression qu'avec Wout, dans les grands moments où il faut être là, je prends le démarrage de Aimola de Julien, le démarrage de Julien à Louvain, je prends les démarrages de Pogacar dans le vieux Quarmont ou de Mathieu dans le vieux Quarmont, les passages dans le mur de Gramont, à chaque fois il lui manque ça. Est-ce que cette fois-ci il les aura et il peut être avec? J'ai envie d'y croire. Pourquoi ? Parce que à chaque fois il y avait des raisons qui faisaient qu'il était trop cuit à ce moment-là. Petite chute. Voilà, souvent dû au Tour de France, il arrivait un peu juste, un peu cramé. Et maintenant, je crois qu'il a cette fraîcheur, il montre qu'il est là. Et donc, j'ai envie de croire que c'est possible de battre Van Der Poel. Ou les autres. Avant-dernier chapitre, Mathieu Van Der Poel. Moi, je suis désolé, il le fait très bien, mais il est champion du monde, il a emmené 3 sprints sur le Tour de France. On l'a pas vu dans les échappées, on l'a pas vu dans les étapes de baroudeur, on l'a pas vu peser sur le Tour. Moi, je trouve qu'il est quand même champion du monde. Tu n'as pas vu combien de fois est-ce qu'on a cité Mathieu Van Der Poel sur les 3 sprints qu'il emmène pour Philipsen et il lui offre sur un plateau. Magnifique, meilleur poisson de pilote du monde, je suis d'accord. Mais moi, j'attends un peu plus de Mathieu Van Der Poel sur un Tour de France. Je pense que... Il s'en sert clairement. Lui, il a aucun but clairement, il a aucun objectif là sur le Tour. Il fait le travail. Non, je sais pas se dire, allez, une victoire d'étape. On l'a quand même vu, dans les étapes gravel, etc. On voyait que à ce moment-là, il était chaud pour le faire. Bon, maintenant, quand tu as un mec comme Pogacar, tous les favoris du classement général qui sont encore là, c'est encore différent que de venir faire sa classique en début de saison. Et tous ces mecs-là ne sont pas là. Donc, ouais. Mathieu, je pense qu'il sait très très bien comment se préparer et il va encore le prouver ici au JO. Ouais, j'ai tendance à penser le contraire. Je sais pas pourquoi. Je suis d'accord, mais quand je vois la différence, par exemple, au niveau des cotes, mettre autant Mathieu Van Der Poel favori, par exemple, Mathieu Van Der Poel est à peu près la même cote que Lotte Kopecky. Pour moi, il y a une grosse différence quand même. Je trouve que Lotte est plus favori chez les femmes que ce que Mathieu l'est chez les hommes. Pourtant, 2,75, c'est la même chose. Après, Mathieu, il a toujours prouvé qu'au moment où on l'attendait, il savait être là. C'est ça la grosse différence. En fait, je sais pas si c'est pas ce que je l'espère en fait. Ouais. Je crois ou je l'espère. Ouais, je sais. Mais c'est vrai que quand il fixe un rendez-vous, le seul qui s'est complètement foiré, si tu penses, c'est les derniers JO. Ouais, en effet. Sur le mountain bike où il tombe. On lui a dit il y aura pas de, la passerelle ne sera pas là, tu le sais, tout le monde le savait, et là il se plante. Non, c'est clair. La preuve c'est que cette année il y est plus retourné. Ouais, il y est plus retourné et Pidcock a gagné. Mais j'ai envie de croire que quand on voit les cotes, que Mathieu est... J'ai envie de dire c'est un peu un 50, ce serait plutôt un 50-50 entre les Belges et Mathieu que autant Mathieu favori. Moi je trouve pas que ce soit Mathieu contre les Belges, il faut pas enterrer les autres, il y a quand même quelques gros concurrents. Je pense à Pedersen, ok, il est tombé au Tour de France, mais Pedersen il sait toujours se préparer pour des grands événements. Il faut pas enterrer Julien Alaphilippe, il est quand même chez lui, hein. Il sait se préparer aussi pour des grands événements. Lui en plus, lui qui est capable de revenir à des moments où tu ne l'as plus vu depuis longtemps. On l'attend pas. Regarde à Louvain, au final, il n'avait pas fait une saison extraordinaire. Bam, il explose tout le monde. Une attaque. Voilà.
Et puis, il y en a d'autres qui sont encore capables de gagner. Tiens, Jürgensen. Voilà, par exemple. Même un Ayuso, il termine un peu en dedans au Tour de France. Flandrien, vraiment, tu crois? Non, mais ça va être une course dure, très, très usante, qui va démarrer de très loin. Donc, avec ses qualités de grimpeur, il saura être là aussi. Moi, je pense que si, vraiment, sincèrement. Mais après, c'est peut-être mon côté belge. Je pense que s'il y a des surprises, ça peut venir des deux autres. Benoît et Stuyven. Ouais, surtout Stuyven. Franchement, j'attends beaucoup de lui. Voilà. À Louvain, justement, il a prouvé qu'il était là. Malheureusement, il termine juste 4ème. Pas de chance pour lui. Mais ouais, non. Stuyven, en plus, sur le tour, on l'a encore vu, il était solide. Hein. Quand il se fait reprendre à 1 km de l'arrivée, là, ouais, c'est dommage, mais je pense qu'ici, il peut faire quelque chose. La grosse surprise pour moi, c'est même pas une surprise, ce serait Nils Politt. Ouais. Il faut qu'il parte tout seul, on est d'accord, mais lui, là pour le coup, il a charbonné tout le tour. On voit qu'il a les cannes, un profil qu'il aime bien. Ouais, ok, mais je pense pas que. Il a 3, il fait 4ème. Il va pas savoir faire la différence, non. À moins que vraiment tout le monde se regarde, qu'il parte et qu'on le laisse aller, je vois pas trop comment Politt pourrait gagner ici. Chez les Espagnols, je verrais plutôt Lascado que Ayuso. Avant de terminer, on va parler un peu des filles. Ouais. 5 minutes. Là, pour le coup, une grosse favorite, Lotte Kopecky. On a besoin de médailles. La Belgique, on avait bien commencé, mais là, on a besoin de médailles. Elle est grandissime favorite. Alors, elle n'a pas la chance, comme les hommes, d'avoir l'équipe qui est derrière elle. Mais sur un format qu'elle connaît, qu'elle aime bien, les pavés, est-ce qu'elle peut être battue? La question, c'est est-ce qu'elle peut être battue? Je vois pas trop par qui, en fait. Je vais lui prendre les codes comme ça pendant que tu réponds comme ça. Du coup, allez, juste pour parler du parcours, c'est 158 km, il y a 120 km en ligne, même chose dans la vallée de Chevreuse, elles vont monter beaucoup moins de bosses que les mecs, et puis alors de nouveau elles retombent sur ce circuit local. À la différence des hommes, je ne pense pas qu'elles tenteront de partir de si loin. Je pense que la course sera un petit peu cadenassée. Elles vont attendre peut-être plus les circuits locaux ou la fin du parcours en ligne pour faire la différence. Et justement, Kopecky a toutes ses chances en faisant ça. Parce que non seulement elle s'est attaquée, elle sait venir toute seule, mais en plus elle a toujours sa pointe de vitesse au sprint. Attention, la deuxième favorite, c'est Lorena Wiebes. Si Lotte arrive au sprint avec Lorena Wiebes, Lotte sera deuxième, je pense. Ça reste quand même la meilleure sprinteuse du monde, mais par contre, elle peut clairement la lâcher dans la butte de Montmartre. La vétéran Marianne Vos, quand même, qui est toujours là et qui Faut pas oublier Marianne Vos, j'ai jamais oublié. Et Demi Vollering, qui est peut-être aimerait un petit peu moins quand même le profil, c'est quand même plus un profil grimpeuse. Ouais, après Vollering, elle s'est déroulée partout aussi. C'est sûr, les Pays-Bas, à chaque fois, au niveau du cyclisme féminin, elles sont monstrueuses. Et qui va rouler pour qui? Exactement, c'est ça que je voulais dire. Ce sont... allez, il y en a 3 ou 4. Moi, dans les trucs, je vais regarder. Tu me poses beaucoup de questions, je vais aller voir. Allez, là, j'en vois déjà 3 favorites. Quoi. Donc, il va falloir trouver des ententes. Ça va être très compliqué. Elles ne sont pas du tout dans la même équipe. Donc, elles se connaissent. Allez, elles se connaissent parce qu'elles roulent ensemble toute l'année, mais pas dans la même équipe, du coup. Elles seront 4. Ouais. Avec Hélène Van Dijk comme. Ouais, Van Dijk, elle va faire le boulot. Ouais. Mais déjà quelqu'un pour aller chercher les bidons. Mais Van Dijk, c'est quelqu'un qui sait rouler très fort aussi. Donc on va dire c'est 4 prétendantes au podium. Donc il va falloir trouver une entente là aux Pays-Bas. Hein. Je pense que Pays-Bas, Belgique, Lotte parce que le reste de l'équipe, et l'Italie quand même qui aligne Elisa Longo-Borghini et elle s'appelle toute Elisa Balsamo et la petite pépite du cyclocross Silvia Persico. Donc attention aussi à l'Italie, mais du coup on peut viser au moins, il nous faut 2 médailles sur les 2 courses. Je vois quand même bien la médaille ici. Hein. La seule qui pourrait peut-être la battre, c'est une Marianne Vos en top forme. Ou une Wiebes si elle n'arrive pas à la décrocher. Quoi. C'est peut-être justement tout à son avantage du coup de faire la course un peu plus
dans la partie en ligne pour déjà tenter de l'user au maximum et qu'elle soit plus capable de suivre sur les circuits locaux. Attention qu'elle a aussi une grosse frustration par rapport au contre-la-montre. Elle a dit j'avais les jambes pour faire la... Et puis elle est tombée malheureusement. Et puis elle tombe. Moi, si je ferais tactiquement, je laisserais la course sur les Pays-Bas et je mettrais une énorme mine dans mon martre et qui même me suivre. Ouais, mais allez, ça c'est prendre prendre des risques parce que alors une Webus pourrait suivre. On l'a vu qu'ici, début de saison, dans les classiques flandriennes, elle s'était vachement améliorée dans les monts et donc il faut pas l'enterrer non plus, quoi. Mais voilà, donc on est d'accord, il nous faut 2 médailles sur les 2 courses. Ouais. Minimum. Ouais, avec les 2 courses, 2 médailles, c'est possible. Ouais, c'est possible. Toi, t'es toujours. C'est le strict minimum, non? Bah, le minimum, on est au JO quand même. Oui, mais on en a tellement besoin. Je sais bien, mais là, enfin. Ouais. On a envie d'y croire. On a des attentes envers nos on mérite d'être heureux pour une fois, ça c'est sûr. On a eu tellement de peine, mais ça n'enlèvera jamais le sprint à 2 avec Mathieu au Tour des Flandres. Je crois que c'est le pire. Non, le pire, c'est les championnats du monde, même pas à Louvain, à Ostende, au cyclocross, quand Wout crève. Là, j'y arriverai jamais. Les amis, merci à tous. Quoi que vous dites, likez, commentez et partagez la vidéo. N'hésitez pas en commentaire à relever toutes les bêtises qu'on dit et à nous dire non, c'est pas comme ça, c'est Kevin Vauquelin qui va gagner. Comme ça, après, on vous répondra après la course et on aura le résultat. Merci, Régis. Merci à toi, Gilles. À noter quand même à chaque fois le nouveau t-shirt cyclisme Régis. T'en as combien en tout? Quelques-uns à la maison. Allez, ciao.